Bonjour à tous, mes chers petits auditeurs. Alors dans l'épisode de la semaine dernière, nous avons vu ensemble ce que représentait finalement la flèche du temps d'un point de vue philosophique et psychologique. Et du coup, il est temps aujourd'hui de la voir d'un point de vue beaucoup plus physique. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 51e épisode d'Electron Penseur. Après avoir vu que la flèche du temps, c'est une sorte de longue ligne infinie où le présent, c'est juste un curseur qui défile dessus, voyons aujourd'hui et à présent, dans l'épisode d'aujourd'hui, l'application physique. Car oui, la flèche du temps, c'est pas juste les divagations d'un jeune fou, la flèche du temps, ça existe vraiment et surtout d'un point de vue physique. Mais physique vraiment au sens propre du terme, dans le sens physique-chimie. Vous saviez, c'est quand vous disséquiez des grenouilles, que vous jouiez avec un appareil, que vous n'avez plus jamais revu de toute votre vie, mais celui-là, il faisait des courbes vertes sur un écran noir. Parce que oui, dans cette belle discipline, il existe aussi un concept qu'on appelle la flèche du temps. Alors cette flèche du temps-là, elle a été introduite en 1928 par l'astrophysicien Arthur Eddington. En gros, par rapport à pas mal de composantes de la physique, il s'est rendu compte que seul le temps, c'est la seule composante unidirectionnelle. C'est-à-dire qu'elle va toujours dans le même sens. Par exemple, la lumière, l'eau, le son, l'oxygène, entre autres exemples, elles se dissipent dans toutes les directions. Elles peuvent même rebondir et repartir en arrière. Par exemple, pour un rocher, pour l'eau, ou même pour la lumière, vous me direz comment ? Un miroir finalement. La lumière, elle peut repartir en arrière par rapport à son point de départ. Donc, quasiment toutes les composantes de la physique, au sens vraiment concret du terme, ils sont tous multidirectionnels, sauf le temps. Parce que finalement, cette notion de flèche du temps, elle représente justement ce déroulement à sens unique du temps. Et comme on va dire qu'on n'a pas encore vu de DeLorean débarquer du futur, on peut donc juger que son postulat, il est plutôt bon jusqu'à présent. En même temps, le gars s'était pas trop foulé, c'était plutôt évident que se dire que le temps allait que dans un seul sens. Mais si on va dire que dans de nombreux cas, cette flèche du temps, elle est vérifiable, elle possède aussi sa part de controverse. Un peu comme quasiment toutes les théories que je vous ai présentées de façon jusqu'à présent, il y a toujours des mecs qui disent pour et des mecs qui disent contre. C'est d'ailleurs c'est la grande magie de la science, peu importe qui il y aura toujours des mecs assez perchés pour le soutenir et des mecs assez perchés pour y aller contre. Bref, je m'explique. Alors en fait, quasiment tous les scientifiques ils sont d'accord avec cette notion de flèche du temps, et surtout pour les actions qui sont non réversibles. Par exemple, une feuille qui brûle, un verre d'eau qui se brise, du sucre dans de l'eau chaude ou la fin de Game of Thrones. Bref, en fait, comme vous pouvez le voir, pour toutes ces actions, la flèche du temps, elle trouve tout son sens. Parce qu'une fois que l'action elle est finie, on ne peut plus revenir à l'état initial. On ne peut pas faire marche arrière. Et finalement, souvenez-vous de cette terrible frustration qu'on a tous connue un jour ou l'autre en cassant notre jouet préféré, et on l'a cassé souvent de manière irréparable. Du coup, voilà, on a vraiment la frustration en disant que plus jamais il arriverait à être l'état initial qu'il était avant. D'ailleurs, finalement, la notion même d'une chose qui est irréparable, elle traduit cette flèche du temps. Parce que ce qui n'est pas réparable, par définition, ça veut dire que ça ne peut pas revenir à son état initial. Donc, quelque chose qui n'est pas réparable, c'est bien que la flèche du temps, elle s'est exercée sur lui. D'ailleurs, pour ce petit exemple, on va le prendre et on va essayer d'approfondir un peu plus loin. Prenons par exemple le vase de votre arrière-grande-tante qui le tenait elle-même de sa cousine germaine, qui l'a hérité elle-même de son cousin au 7e degré. Et bien vous savez, ce vase qui n'a aucune valeur financière depuis 600 ans, mais qui est la boîte de Pandore de la famille. Alors vous voyez, ce petit vase, il est posé en équilibre sur un petit meuble conçu spécialement pour lui. Et vous, pendant ce temps-là, vous perfectionnez votre drift chaussette, une discipline que vous avez vous-même inventée et que vous allez bientôt faire breveter pour l'inscrire au JO. Donc du coup, vous commencez, ça se déroule bien, mais le problème c'est qu'après 2-3 virages bien négociés, c'est le drame. Une toute petite irrégularité dans la surface du carrelage et votre drift contrôlé, il finit en partie de bowling, et là c'est strike direct pour le petit vase. Et là, 2 options s'offrent à vous. La première, on va dire que vos aïeux devaient être des pillards qui violaient les chaumières et brûlaient les femmes, ou l'inverse peut-être, et là le karma il prend sa revanche d'un coup en mode jeu 7 et match,
C'est-à-dire que le pauvre petit vase, c'est plus qu'un petit tas de porcelaine. Les morceaux, ils ont été dispersés aux quatre coins de la maison. Bref, dans ce cas, on a une application parfaite de la flèche du temps, parce qu'il vous est complètement impossible de réussir à redonner à ce petit vase son aspect d'origine. C'est-à-dire que jamais plus il sera comme il a été avant. Et d'ailleurs, vous songez très sérieusement à faire un petit baluchon, à changer d'identité avant que votre mère elle vous tombe dessus. Ça, c'est la première option. Deuxième option, les dieux, ils vous avaient la bonne aujourd'hui. Parce que finalement, ce petit vase, il est juste cassé en deux morceaux qui s'emboîtent exactement, totalement et parfaitement l'un avec l'autre. Un peu de superglue et il paraîtra exactement comme neuf. Et du coup, une fois que vous avez fait ça, vous pourrez continuer à aller harceler le CIO des Jeux Olympiques avec votre nouveau sport. Et en fait, c'est justement là que les scientifiques, ils ont un premier point de désaccord. Parce que, est-ce qu'on peut vraiment dire que la flèche du temps, elle s'est exercée ici? Parce que finalement, on va dire que le vase, il est passé d'un état A, donc voilà, l'état intact, à l'état B, l'état cassé, puis à l'état A. Donc, on pourrait dire donc en théorie, on pourrait donc regarder, si on avait filmé, regarder l'histoire dans un sens ou dans l'autre, sans parvenir à voir le sens de déroulement. En gros, on pourrait se dire que finalement, si on créait une faille temporelle qui permettrait de mettre côte à côte le vase avant et le vase après, on ne pourrait pas faire la différence. Donc du coup, on pourrait considérer que rien n'a eu lieu, ou que s'il s'est passé quelque chose, c'est une action qui a été totalement réversible. Et le problème, c'est que réversible, c'est le mot que la flèche du temps, elle déteste. Parce que c'est une flèche à sens unique, et donc par définition, elle ne peut pas avoir de réversibilité. Alors oui, dans l'exemple, on pourrait préciser que le vase, c'est plus exactement le même, qui ressemble beaucoup à l'original, mais qui est maintenant plus fragile ou plus solide, ou que si on le pesait, maintenant il aurait le poids de la superglue en plus. Mais en fait, c'est juste qu'en suivant la flèche du temps, on a réussi à recopier le passé, mais pas à prendre sa place. Le vase avant et après, ils sont très ressemblants, mais ils sont quand même différents. En gros, la flèche du temps, elle s'est exercée en disant que on est passé de l'état A à l'état B, puis de l'état B à l'état A'. A', si vous vous souvenez un peu de vos cours de maths, c'est qui est très ressemblant par rapport au A. L'autre exemple qui est souvent le plus couramment cité pour expliquer cette nuance de la flèche du temps, prenez l'image de deux billes de billard. Imaginons qu'on puisse les filmer de l'une qui frappe l'autre. Donc la nuance de la flèche du temps dans cet exemple-là, c'est qu'on pourrait regarder le film dans un sens et dans l'autre. Donc du coup, dans les deux cas, il serait parfaitement cohérent. Si vous prenez l'exemple de votre vase, vous verrez bien qu'il y a un endroit où il est cassé et après il se reforme. Par contre, c'est un peu différent, c'est que on pourrait regarder le film dans un sens et dans l'autre et il serait parfaitement cohérent. On serait complètement incapable, il serait totalement impossible de dire laquelle de deux boules est venue frapper l'autre et laquelle a frappé l'autre et l'a fait rouler et laquelle est juste un effet de conséquence. D'ailleurs de conséquence puisque c'est le cas très précis, on appelle ça la flèche du temps conséquentiel. En fait, elle veut tout simplement dire qu'on se retrouve à un moment précis où on ne parvient pas clairement à savoir quel élément est la cause et quel élément est la conséquence. Là, par exemple, dans l'exemple des boules de bowling, c'est laquelle est la cause, quelle est la boule initiale qui a frappé la deuxième, et la conséquence, quelle est la deuxième boule. Et en fait, finalement, cette petite nuance, si on y réfléchit bien, en fait, c'est juste parce qu'on a une vision trop réduite de la situation. Parce qu'on a juste ces quelques petites minutes où on a une boule qui arrive hors champ, qui vient en frapper une, et voilà, en fait, on a un temps trop restreint. Parce que si on prenait un laps de temps plus grand, du coup, on verrait une boule rentrer dans un trou et une autre frappée par la queue de billard. Donc du coup, si on prenait un peu plus de recul sur un laps de temps plus grand, on aurait suffisamment d'éléments pour savoir quel élément est la cause et quel élément est la conséquence. Mais à aucun moment, la flèche du temps, elle s'est inversée. C'est juste qu'elle a été moins visible, c'est là la grande nuance. Mais pour autant, la flèche du temps, elle s'est quand même exercée. Parce que en gros, si on pouvait faire un espèce de petit bilan, on pourrait dire qu'en gros, s'il y a une chose à retenir, c'est que rien n'échappe à la flèche du temps. Que même si parfois on voit un petit peu moins quelles sont ses applications et que dans d'autres cas, c'est beaucoup plus visible, et du coup, ça ne veut pas dire qu'elle ne s'applique pas. Si c'est pas visible, ça ne veut pas dire qu'elle ne s'applique pas, ça veut juste dire que c'est moins visible, mais elle s'applique dans tous les cas. Même si on arrive plus ou moins à reproduire un peu le passé, justement, c'est jamais exactement la même chose que ce qui s'est passé avant. Parce qu'en fait, la flèche du temps, elle s'applique toujours et elle n'est jamais réversible. Et elle le restera tant que le voyage dans le temps, il ne sera pas inventé.
Et donc du coup, à la rigueur, le voyage dans le temps, on en parlera peut-être dans un prochain épisode. Ça peut être sympa vu que c'est une saison sur la gestion du temps. Mais d'ailleurs, comme dire, c'est une saison sur la gestion du temps, vous seriez, et à juste titre, tenté de me dire, ok, c'est bien joli, c'est intéressant, je vais pouvoir me la péter avec la flèche du temps dans les dîners mondains en mangeant des paniers Dioplay avec un chapeau à plumes, mais concrètement, ça sert à quoi? Et bien en fait, la flèche du temps, elle a une grande leçon. En fait, cette leçon, c'est de nous dire que chaque action, chaque instant, chaque seconde est irréversible. Que contrairement à un titre d'un épisode putaclic de ce podcast qui est sorti récemment, le temps ne s'arrête jamais. Parce que même si on défait quelque chose pour le refaire, on a perdu du temps. Pour reprendre l'exemple du vase, même si on a réussi plus ou moins à reconstruire plus ou moins le vase avant qu'il soit brisé, et bien du coup finalement on a perdu du temps. La flèche du temps elle s'est pas arrêtée. Pour que la flèche du temps elle s'applique pas, il faudrait dire qu'en gros à cet endroit-là vous avez réussi à revenir dans le passé à l'endroit précis avant qu'il se casse, donc du coup que vous êtes revenu à cet endroit. Pour vous illustrer bien concrètement, prenez les échecs. Si vous avez jamais joué aux échecs, ça va être un peu compliqué, mais voilà, prenez aux échecs. En fait, aux échecs, quand on joue, on peut des fois jouer un coup et finalement le tour d'après jouer le coup inverse. Par exemple, vous avez, à part les pions, mais sinon toutes les autres pièces, elles peuvent, vous pouvez avancer dans la position et le tour d'après la remettre à sa place initiale. Donc finalement, au bout du deuxième coup, vos pions ils sont identiques à ceux du coup précédent. Vos pièces elles n'ont pas bougé. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que le jeu s'est arrêté. Justement, la preuve, c'est que vous avez perdu un coup. Un coup pendant lequel l'adversaire, lui, il a continué de jouer. Pourtant, votre jeu, il est revenu, vos pièces sont devenues au même endroit exactement qu'elles y étaient un coup avant. Mais donc du coup, la flèche du temps, c'est vraiment un bon exemple. Elle s'est bien exercée, la preuve, parce que votre adversaire, lui, il a continué de jouer. Si elle ne s'était pas exercée, que c'était réversible, bah, ce serait toujours à vous de jouer, et voilà, limite, votre adversaire, il n'aurait pas bougé son pion. Donc du coup, c'est vraiment je trouve un bon exemple bien visuel. Donc, comme ça commence un petit peu à durer, là, finalement, on va dire que comme conclusion, on peut retenir une chose en plus de cette irréversibilité du temps. Donc voilà, s'il y avait deux leçons à retenir, c'est voilà, la première de se dire que la flèche du temps, elle est irréversible, qu'on ne peut pas lutter contre, que même si on arrive à un peu recomposer le passé, même de manière très très réaliste, et ben il s'est quand même écoulé du temps, on a quand même perdu du temps, ne serait-ce qu'à essayer de revenir sur le passé, sur cet état passé, et que voilà, en aucun cas, on peut arrêter le temps. Et finalement, donc la deuxième leçon, en fait, c'est que dire que toutes nos actions, elles se divisent toutes en deux catégories. Donc d'un côté, celles qui sont irréversibles, donc à savoir un peu hardcore, genre un meurtre, une trahison, une infidélité, de manière générale, brûler la dernière édition d'un livre. Et voilà, de manière générale, on va dire détruire tout ce qui n'existe qu'en un seul exemplaire, sans aucun moyen de réparation. Si par exemple, voilà, vous avez le dernier livre qui parle d'une langue ou autre, et que vous brûlez ce livre-là, et il n'y a aucun moyen d'autre de pouvoir reconstruire ça, voilà, c'est une action irréversible. Si vous avez la dernière personne au monde qui parle, je ne sais pas, d'Atlante, et que vous lui tirez une balle dans la tête, hop, vous avez fait une action irréversible, en plus de faire un meurtre, c'est-à-dire que vous venez de faire disparaître cette langue, puisqu'il n'y a aucun moyen de pouvoir revenir en arrière. Donc finalement, votre action, elle restera à jamais ancrée dans votre vie et dans celle des personnes concernées. Rien ni personne ne pourra remplacer ou effacer cet épisode-là de votre mémoire, et de manière générale, vous ne pourrez jamais revenir à l'état initial. Et ensuite, la deuxième catégorie, c'est toutes les actions qui sont réversibles, à savoir une faute, une séparation, finalement la majorité des casses matériels, les voitures, maisons, jouets, tout ce qui est réparable avec des matériaux, du temps et ou de l'attention. Donc du coup, voyons pour finir comment est-ce qu'on peut travailler sur ces deux types d'actions. Donc pour les premières, donc les actions qui sont irréversibles, et qui sont souvent plus très lourdes de conséquences, et du coup, on sait qu'elles sont irréversibles avant de le faire. Avant de tuer quelqu'un, on a conscience qu'on ne pourra pas le ramener des morts, sauf si c'est Jon Snow que vous allez poignarder. Mais souvent, en fait, on se voile la face pour se déculpabiliser. On se dit que oui, non, mais c'est pas grave, parce qu'il y a sûrement quelqu'un d'autre encore qui parle cette langue, ou il y a sûrement d'autres livres, et on pourra en refaire des photocopies. Mais en fait, l'exercice qu'il faut faire sur ces actions, c'est de bien prendre en compte le maximum de conséquences pour juger et avoir pleinement conscience et connaissance de l'importance de l'action. En se disant qu'elle est réversible, qu'une fois qu'on l'aura fait, on ne pourra plus jamais revenir avant notre action. Voilà, donc c'est vraiment prendre le maximum de conséquences dans le champ de vision. Ensuite, du coup, pour le deuxième type d'action, donc qui sont toutes les actions qui sont réversibles, donc qui sont souvent plus légères
et d'ailleurs possiblement réparable. Donc l'exercice ici, c'est d'essayer de ne pas tomber dans la mauvaise interprétation qu'on en fait souvent, à savoir classer beaucoup trop d'éléments de la deuxième catégorie dans la première, c'est-à-dire beaucoup trop de choses qui sont réparables, mais on se persuade qu'elles ne le sont pas. Par exemple, les ruptures familiales, les casses matérielles, les erreurs qu'on ne pardonne pas, tout ça en fait finalement c'est des choses qui pourraient être réparées sur le long terme ou autre, mais on les classe juste en mode non, elles sont irréversibles, rien ni personne ne pourra jamais y changer. Parce que l'exercice ici en fait c'est de réfléchir, de se demander vraiment si cette action elle n'est vraiment pas, absolument pas et dans aucune mesure réparable. Parce que finalement, dans 80% des cas, elle l'est. Et même si par une fois réparé, c'est pas une copie 100% conforme à l'original, et bah du coup il est réparé. Et du coup réparé par définition c'est que ça refonctionne et finalement c'est tout ce qui importe. Même si par exemple voilà vous réparez une relation sociale ou un jouet ou une partie de votre maison ou autre, même si c'est pas exactement 100% conforme à l'original, bah vous avez quand même un toit au-dessus de votre tête qui vous protège, vous arrivez quand même plus ou moins à rétablir le contact, ou voilà votre machine elle continue à fonctionner. Et finalement c'est tout ce qui importe, c'est de vraiment en fait de pas interpréter toutes ces choses qui sont réversibles comme des actions irréversibles. Du coup, voilà. Quant à moi, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et puis, du coup, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!